m'appelle Créole Deogracias Tedo. Je suis chargée de programme de l'Association béninoise de droit constitutionnel. Très bien, vous êtes donc ce qu'on appelle une ONG de gouvernance. Exactement. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous. Ok, déjà, nous sommes la première société scientifique au Bénin, créée depuis 2009, qui œuvre pour la promotion de l'état de droit et de la bonne gouvernance au Bénin. Nous intervenons aussi parfois en Afrique. Depuis notre création, nous avons eu à mener plusieurs projets, que ce soit au Bénin ou au plan régional, qui concourent à la promotion des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. Quels sont les domaines où vous avez réussi à faire bouger les choses au Bénin? Déjà, le premier domaine et qui fait objet d'actualité aujourd'hui, que je pourrais dire que c'est un succès, c'est dans le domaine de la participation des femmes aux affaires publiques de l'État. Depuis, disons, 2018, nous sommes sur des projets qui concourent à favoriser la participation des femmes à la gestion de la cité, c'est-à-dire être responsable dans une organisation, se porter candidate aux élections, jouer un rôle important dans le fonctionnement de l'État au Bénin. Est-ce que c'est de la formation que vous donnez aux femmes? Qu'est-ce que vous faites? Ok, bon, disons que nous donnons des formations et puis nous participons à leur autonomisation avec l'aide d'autres organisations. Sinon, la principale activité que nous faisons, c'est des formations. On essaie de choisir nos cibles, on les forme dans un domaine spécifique qui va contribuer à changer quelque chose pour leur propre personne et puis à l'État. Il est vrai que depuis 2016, avec l'avènement du gouvernement en place, il y a eu des efforts, mais qui ne suffit pas, parce que nous pensons qu'il faut encore faire mieux que ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons 9 femmes parlementaires, mais pourquoi ne pas avoir 30 femmes sur les 80 députés que nous avons à l'Assemblée nationale et puis au sein du gouvernement même. Si on ne peut pas avoir l'égalité, c'est-à-dire 50-50, on peut aller jusqu'à 40% au moins. Donc tant que ces statistiques ne sont pas atteintes, je pense qu'il reste encore à faire. Il faut dire que le gouvernement en place a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Alors, dans ce cas, ne faudrait-il pas peut-être travailler pour qu'on ait une loi sur la parité à l'instar de ce qui s'est passé au Sénégal? Oui, c'est ce qui serait bien dans le meilleur des mondes. Mais il faut dire que avec notre constitution, si ce n'est pas la pratique qui fait défaut, genre l'application des textes en fait défaut. Sinon, notre constitution, le code électoral et les textes y afférents ont essayé d'une manière ou d'une autre de favoriser l'égalité. Mais c'est le changement de mentalité, que ce soit des hommes ou même des femmes, qui fait qu'on est toujours au stade où nous en sommes. Parce que lorsque une femme se porte candidat pour, je dirais un truc simple, une élection même au sein d'une commune par exemple, ce sont les femmes même qui vont se dire: est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle prend soin de ses enfants? Est-ce qu'elle prend soin de sa famille? Pour parler de politique, il y a cet aspect. Il y a l'autre aspect que l'homme ne veut pas forcément qu'au plan de décision, la femme soit égale à lui. Et donc, quand une femme veut émerger en politique, c'est donc d'autres femmes qui la tirent vers le bas? Les hommes d'abord, oui. Les hommes d'abord, oui. Que ce soit mari, collègues et autres, et puis la femme après. Parce qu'il faut reconnaître que toute femme n'est pas appelée à diriger. Comme tout homme non plus. Exactement. Mais en fait, il est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons de les mobiliser pour assurer cette participation. Mais elles ne le veulent pas. Il y a des femmes qui ne veulent pas du tout. Mais la minorité qui veut, je pense qu'il est important de l'amener à céder à ça. Mais si nous, organisations de la société civile et même l'État aujourd'hui, essayent de faire des efforts pour changer les choses, il faudrait que la culture même essaye d'évoluer avec le temps. Parce qu'avant, on sait que la femme est relevée au second rang. Mais moi, je pense aujourd'hui que nous ne sommes plus à cette étape aujourd'hui. Nos arrière-parents, nos parents sont restés dans un monde où la femme, quand on parle de la femme est la dernière personne qu'on voit. Si on doit prendre une décision aujourd'hui, elle n'a pas son mot à dire. Mais là où nous ne sommes plus à cette étape.
Moi, par exemple, j'ai grandi dans un environnement où si mes parents veulent décider de quelque chose, ils prennent mon avis. Même si ça ne sera pas pris en compte, ils prennent au moins le soin de demander, on veut faire telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Je donne mon avis, mais ils peuvent prendre leur décision en ne pas prendre. Donc c'est juste ce que nous demandons. Il faudrait que la femme ait son mot à dire dans un État démocratique. Parce qu'un État démocratique donne le droit à toute personne d'agir de la même façon. C'est ça même l'égalité. Et pourquoi prôner l'égalité? Prôner que nous sommes démocratiques, que nous sommes un État de droit et que dans la pratique, on ne laisse pas tout le monde être au même niveau. On va voir des femmes qui ont essayé de réussir dans la vie, mais il y a ce comportement de toute personne qui dit, est-ce qu'elle est arrivée grâce à ses propres efforts? Penser ça déjà de la femme, moi, me pose problème. Parce que dans les mêmes conditions où l'homme a eu une aide pour arriver là où il est, lorsque la femme arrive à réussir, même si ce n'est pas ses propres efforts, on doute de ça. Donc il faudrait déjà qu'on arrive à changer ces mentalités, que ce soit au niveau de l'homme ou que ce soit au niveau de la femme. Donc on questionne toujours les performances de la femme et jamais celles des hommes. C'est ça. C'est comme si par présomption, lorsque l'homme réussit, c'est qu'il a réussi par ses propres efforts. Mais la femme, pas forcément. Et puis l'expérience même a montré que lorsqu'on donne un poste de responsabilité à la femme, elle arrive à mieux gérer que l'homme. Quand je prends un exemple simple en matière de détournement de fonds, combien de fois on voit une femme qui est mêlée à ça? C'est très rare. Dans la majorité des cas, c'est l'homme. Donc, il y aurait déjà ce aspect déjà pouvait nous amener à comprendre qu'il faut commencer par leur déléguer un peu de pouvoir pour voir si le monde ne va pas changer. Peut-être que si on avait un président qui est une femme, peut-être que le Bénin ne serait pas ce qu'il est actuellement. On a eu une famille au Libéria, oui. On a eu une femme au Brésil, ça s'est mal passé dans des histoires de corruption. On a eu une autre femme en Corée du Sud qui s'appelle Park Geun-hye, ça s'est mal passé, elle a démissionné aussi pour des histoires de corruption. En île Maurice aussi, on a eu une femme il y a quelques années, ça ne s'est pas bien passé. Oui, c'est vrai, mais comme on le dit, l'exception fait la règle. Ce n'est pas parce que ces expériences n'ont pas été positives que si on essaye encore, ça ne va pas donner quelque chose de positif. L'environnement dans lequel vous évoluez, est-ce qu'il vous est favorable? L'environnement n'est pas trop favorable actuellement parce que déjà nous sommes une association de droit constitutionnel, donc nous sommes garants en quelque sorte de la Constitution. Quels sont vos défis en tant qu'ONG de gouvernance? Le défi aujourd'hui, c'est d'arriver à vraiment œuvrer pour une citoyenneté active au Bénin. Parce que moi, je pense que le problème du Bénin, c'est parce que nous n'avons pas développé le sens de la citoyenneté, du patriotisme et de l'intérêt général. Parce que si nous savons le sens de l'intérêt général, quand on vient au pouvoir, on ne peut pas penser que pour soi. On doit d'abord penser aux autres avant soi-même. Parce que c'est même ça le rôle du chef. Le chef représente un groupe donné. Donc quand je prends l'exemple du président ou même des députés à l'Assemblée nationale, ils représentent le peuple. Du coup, tout ce qu'ils font doit être en conformité avec ce que veut le peuple. D'où revenir au peuple, demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pensez que ça change. Et à leur tour maintenant, devant les autres membres de l'Assemblée, ils vont essayer de poser le problème de la population à la base. Et ensemble, ils vont réfléchir aux tests et lois à adopter pour permettre le mieux-être de la population. Parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons en tant qu'organisation de la société civile et tout, c'est pour assurer le bien-être de la population. Parce qu'un peuple où ses droits civils, politiques, économiques, sociaux sont respectés est heureux. Donc même la démocratie, l'essence même de la démocratie, c'est assurer le bien-être de la population. Donc si nos dirigeants, nos députés, nos maires et autres, ils pensent vraiment à l'intérêt du peuple, je pense qu'ensemble, on peut vraiment faire quelque chose et changer les choses au Bénin et en Afrique.
Très bien. Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vos observations sont prises en compte par les autorités publiques? Avant, oui. Avant, c'est quand? Disons jusqu'en 2016, oui. Parce qu'on a déjà eu à faire beaucoup d'activités qui ont permis aux autorités de prendre en compte certains aspects, que ce soit par rapport à un texte qui a été voté, un décret et tout. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que déjà aujourd'hui, disons que nous sommes dans un système où l'État fait ce qu'il veut, si je peux m'exprimer comme ça. L'État fait ce qu'il veut, genre il ne prend pas forcément en compte les recommandations que les organisations de la société civile font pour permettre une bonne gouvernance. Parce que c'est vrai qu'un président vient avec ses visions, mais il doit faire ce qu'on appelle une étude de marché. Il a gouverné pendant un temps, il fait une pause, il va voir ce que j'ai fait jusqu'à là. Est-ce que ça contribue au bien-être du peuple? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé au Bénin, mais lorsque la population n'est pas à l'aise, il se pose un véritable problème. Très bien. Alors pour terminer, vous participez à la formation donnée par OSF ex-Osiwa en collaboration avec l'Institut de la société civile ouest-africaine WACSI. Alors une formation sur la mobilisation des ressources en faveur des organisations de la société civile que vous êtes. En quoi pensez-vous que cette formation va vous aider dans la conduite de vos activités? Merci. Déjà, moi, quand nous avions eu l'information par rapport à cette formation, on était vraiment content de participer à une formation du genre parce que le véritable problème d'une organisation de la société civile, c'est comment fonctionner. Parce qu'on sait qu'on est ensemble, on a créé ensemble une organisation pour contribuer à quelque chose dans nos États. Mais on n'a pas forcément les moyens de faire des activités pour changer les choses. Donc, on a besoin d'appui. Moi, je me dis que normalement, c'est à l'État déjà de nous aider de manière, je ne sais pas, en ressources humaines, financières, à essayer de faire ce travail pour lequel on s'est associé. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est aux autres organisations ou fondations internationales ou régionales de nous aider.